Aujourd'hui, on parle de l'Odyssée par Christopher Nolan, sorti le 15 juillet 2026. Pour commencer, j'ai adoré ce film. Je suis sortie de l'Odyssée de Nolan avec le sentiment d'avoir vu un bon film. Et surtout avec l'impression qu'il traitait les femmes avec un soin, une dignité, un respect qu'on voit rarement dans le cinéma d'action. Et je ne suis pas la seule. Les actrices elles-mêmes en parlent, elles disent que leurs personnages ont été éclairés d'un jour nouveau, plus juste, plus respectueux. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo, ce n'est pas démolir ce film, c'est le regarder de très près. Parce qu'en rouvrant le texte d'Homère, derrière, j'ai vu quelque chose que ce sentiment de respect masqué. Et je crois que ça vaut la peine d'en parler. Avertissement, cette vidéo décortique le film en entier, personnage par personnage, du début jusqu'à la toute fin. Si tu ne l'as pas encore vu, va le voir d'abord et surtout, reviens après. Voilà ma thèse. Ce film n'appauvrit pas seulement les femmes, il appauvrit tout le monde par rapport à Homère. Mais à chaque fois, cet appauvrissement sert une seule personne, le héros. Et le plus troublant, c'est que sur les femmes, cet appauvrissement prend le visage du respect. Et je vais être claire sur une chose avant d'aller plus loin, je ne crois pas que Nolan ait voulu diminuer ces femmes. Au contraire, on sent qu'il a envie de les honorer, de leur donner de la place et de la dignité. Il a lu Homère de près, il a bâti un film ambitieux, inventif, souvent magnifique. Toute cette vidéo part de sa bonne foi, pas de son procès. La question que je me pose, ce n'est pas est-ce qu'il respecte les femmes, c'est est-ce que la manière qu'il a choisie pour les respecter est la bonne. Parce qu'on peut vouloir honorer quelqu'un et s'y prendre sans le vouloir d'une façon qui la rapetisse. Voilà ce que je veux explorer. Pas un reproche, une question. Le problème n'est pas Homère, c'est ce qu'on en a retenu. À la fin de la séance, quand les lumières se sont rallumées, j'ai entendu une dame derrière moi dire « Oui, bon, je connaissais l'histoire ». Et ça m'a fait sourire, parce que le film qu'on venait de voir revisite l'Odyssée de fond en comble. Il transforme les personnages, il en supprime, il en réinvente d'autres complètement. Soit cette dame avait lu Homère de très près et repéré chaque écart au passage, ce dont je doute vu le ton, soit elle croyait connaître une histoire qu'elle n'a peut-être jamais lue, au point de ne même pas voir à quel point le film la déformait sous ses yeux. Et cette petite phrase de rien, elle dit déjà tout ce dont je veux parler. Parce qu'avant de parler du film, il faut qu'on soit honnête sur une chose. Presque personne n'a lu l'Odyssée. On croit la connaître, on connaît le cyclope, la sirène, le cheval de Troie, la femme fidèle qui attend. Mais ce qu'on connaît, ce n'est pas le texte, c'est des années de bouche à oreille qui l'ont aplati. Un résumé de résumé, transmis d'école en école, de film en film, jusqu'à ne garder que les grandes lignes et les clichés. Et c'est là que ça devient intéressant. Nolan, lui, a lu Homère de près. Il s'est appuyé sur une traduction récente et exigeante, celle d'Emily Wilson. Mais nous, le public, on arrive dans la salle avec autre chose en tête. Pas le texte, le souvenir, cette version rétrécie dont on a hérité. Et c'est ce souvenir-là qui nous sert de référence quand on juge le film. On ne compare pas le film à Homère, on le compare à nos souvenirs. Et face à nos souvenirs, le film paraît riche. C'est peut-être pour ça que j'ai ressenti tant de respect et que les actrices en ont ressenti aussi. Parce qu'on mesurait le film à une mémoire déjà appauvrie. Prends Pénélope. Dans notre mémoire commune, c'est juste la femme qui attend. 20 ans à broder, à espérer le retour de son mari. La patience faite femme. Sauf que ce n'est pas ça le personnage d'Homère. Chez Homère, Pénélope règne seule sur Ithaque depuis 20 ans. Elle tient tête à plus de 100 prétendants qui squattent son palais. Elle invente la ruse du linceul, elle tisse le jour et défait la nuit pour repousser le mariage. Pendant des années. C'est elle qui organise l'épreuve de l'arc. Et à la fin, c'est elle qui piège Ulysse pour vérifier que c'est bien lui avec le secret de leur lit. Elle teste son propre mari. Elle est son égale en ruse. Ce n'est pas une femme qui attend. C'est une reine, une stratège, une intelligence. Mais tout ça, la mémoire l'a effacé pour ne garder que l'attente. Et à la limite la ruse. Le film garde la ruse du linceul. Il rappelle qu'elle règne depuis 20 ans. Et pourtant, comme dans le texte, son fils à peine sorti de l'adolescence se permet de lui apprendre la vie et de la renvoyer à sa place. Chez Homère déjà, Télémaque fait taire sa mère en lui disant que la parole est affaire des hommes. 20 ans de pouvoir effacés par un gamin d'une vingtaine d'années. Et Pénélope n'est pas la seule que notre mémoire a trahi. Les sirènes par exemple. On les imagine toutes en créatures séduisantes, presque érotiques, qui attirent les marins par le charme. Mais chez Homère, leur piège n'a rien de sexuel. Ce qu'elles promettent, c'est le savoir, la connaissance de tout ce qui arrive sur la terre. C'est ça qui est mortel, la tentation de tout savoir. C'est nous qui les avons transformées en tentatrices. Le texte, lui, n'a jamais dit ça. Nolan ne les sexualise pas du tout. On les aperçoit à peine des silhouettes lointaines dans la brume sur des rochers. Sur ce point précis, le film est plus fidèle à Homère que notre propre souvenir. Quand Nolan veut être fidèle, il sait l'être. Alors je garde Pénélope de côté. Pas comme une victime du film, mais comme mon témoin, ma référence. Parce qu'elle est la seule qu'on ne retouche pas vraiment. La seule dont la puissance ne menace personne, puisqu'elle attend, puisqu'elle est fidèle, puisqu'elle est l'épouse. Retiens ça. On va mesurer tout le reste à l'aune de Pénélope.
le respect qui adoucit. Alors, le respect dont tout le monde parle, femme par femme, concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Calypso. Dans le texte, Calypso est une geôlière. Elle retient Ulysse prisonnier sur son île pendant 7 ans. 7 ans! Il pleure sur le rivage en regardant la mer. Il veut rentrer et elle ne le laisse pas partir. C'est une captivité. Dans la mythologie, elle lui fait même des enfants pendant cette détention. Et il faut que les dieux interviennent, qu'Athéna aille supplier Zeus pour qu'elle finisse par le libérer. Le film, lui, en fait une thérapeute de plage. Elle lui donne des fleurs de lotus pour apaiser son traumatisme, il perd la mémoire, il oublie qu'il avait une femme et un fils, et quand il émerge de ce brouillard et demande à rentrer, elle le laisse gentiment partir. Il dérive ensuite sur un radeau jusqu'à Ithaque. Et ce lotus, il ne sort pas de nulle part, il vient d'ailleurs dans Homère, de l'épisode des lotophages, ces mangeurs de lotus dont la fleur fait tout oublier, jusqu'au désir de rentrer chez soi. Nolan prend ce motif et le met dans la main de Calypso, un outil de plus pour en faire une guérisseuse plutôt qu'une geôlière. Là où le texte donnait une captivité, le film donne un soin, un Nolan qui connaît toute la matière d'Homère et qui en recompose les morceaux en connaissance de cause. Jamais de l'ignorance, toujours un choix. Et Charlize Theron dit qu'on voit enfin les vraies émotions d'une femme. C'est vrai qu'on les voit, mais ça a un prix. En déplaçant tout le regard sur les sentiments de Calypso, le film la dédouane d'avoir été une ravisseuse. Il transforme une prison en histoire de soins. Le sujet de cet épisode chez Homère, c'est qu'un homme est retenu contre sa volonté. Le film le remplace par une femme sensible et incomprise. Et moi, je me demande, est-ce que rendre une femme sympathique, ce n'est pas lui retirer le droit d'être puissante, d'être inquiétante, d'être une méchante, tout simplement? Comme si une femme ne pouvait pas être une geôlière. Comme si pour la respecter, il fallait forcément la laver de sa cruauté. Circé. Même chose avec Circé. Et là encore, notre mémoire nous joue un tour comme pour Pénélope et les sirènes. On la revoit en enchanteresse séduisante, une tentatrice sexuelle qui ensorcelle les hommes. Mais ça, c'est notre couche à nous. Dans le texte d'Homère, la séduction n'est pas le cœur de la scène. Circé, c'est d'abord une puissance qui terrifie. Une sorcière qui change les hommes en porcs et qu'Ulysse ne soumet qu'en la menaçant de son épée et en lui arrachant un serment de ne pas lui nuire. Le rapport de départ, c'est un rapport de force, pas de charme. Le film, lui, efface les deux. Il retire la séduction qu'on lui prêtait, d'accord, mais surtout, il lui retire sa menace. Il transforme sa cruauté en légitime défense. Quand elle métamorphose les hommes d'Ulysse, elle dit pourquoi. Tu envoies des hommes vers une femme seule. Je ne les laisserai pas me faire du mal. Je vais y revenir en détail parce que cette scène est le cœur de toute la vidéo. Mais note déjà le mouvement. On ne la rend pas moins cruelle. D'ailleurs, elle reste impitoyable. On la rend justifiée. On la rend compréhensible. On l'adoucit moralement. Nausicaa. Il y a celle qu'on ne voit jamais, parce qu'elle a été purement supprimée. Dans le texte, c'est la jeune princesse qui recueille Ulysse échoué, nu, épuisé sur une plage. Elle le nourrit, elle l'habille, elle le guide vers ses parents. C'est une des seules rencontres de tout le poème où le rapport entre un homme et une femme n'est ni du pouvoir, ni du désir, ni de la violence. Juste de l'hospitalité, de la dignité. Une jeune femme troublée par lui, mais qui agit avec grâce. Le film ne l'adoucit même pas. Il la coupe. Et attention, il ne la fusionne pas avec Calypso. On ne la retrouve pas sous d'autres traits. Ce qu'il fait, c'est transférer sa fonction. Le rôle de l'escale finale, celle qui renvoie Ulysse chez lui sur un radeau, ce rôle qui appartenait à Nausicaa, c'est désormais Calypso qui le tient. Et ce transfert détruit quelque chose de précieux. Nausicaa était la seule rencontre saine du poème, sans désir ni pouvoir. Et c'est la geôlière, tout juste blanchie en thérapeute, qui hérite de son geste d'hospitalité. La captivité maquillée en soins récupère la fonction de la femme lumineuse. Une par une, on retire aux femmes leur pouvoir de séduction ou leur pouvoir tout court. Et je crois, c'est ma lecture, que c'est pour une raison précise. On ne veut pas d'un Ulysse qui désire ailleurs. Alors plutôt que de montrer un homme qui résiste à la tentation, ce qui ferait de lui un héros moral, on lui supprime la tentation elle-même. On ne le rend pas intègre, on lui retire les occasions de ne pas l'être. Sa vertu n'est pas un choix, c'est un décor qu'on a nettoyé autour de lui. Le désir puni. Il y a pourtant une femme dont le film fait un point de bascule, Hélène. Et honnêtement, le film ne dit jamais vraiment ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle a quitté son mari pour partir avec le prince de Troie? Est-ce qu'elle a été enlevée? Nous, on peut le deviner parce qu'on connaît le mythe. Mais le film, lui, ne tranche pas. Ce qu'il montre, c'est des hommes qui veulent la récupérer et Agamemnon qui saisit ce prétexte pour lancer sa guerre. Détail que je note au passage, on ne parle jamais de Paris. On ne s'attarde jamais sur lui, il ne reste qu'elle. Et c'est la seule qu'on punit dans sa chair. À son
retour, son mari lui balafre le visage. Le film présente ça comme un moyen d'éviter qu'une autre guerre n'éclate à cause de sa beauté. Et le contraste avec le texte est saisissant. Dans l'Odyssée d'Homère, Hélène n'est pas punie du tout. 10 ans après la guerre, on la retrouve reine de Sparte, aux côtés de Ménélas. Ils se sont retrouvés, ils vivent ensemble. Aucune balafre, aucune vengeance sur son corps. Et si tu élargis à la légende, au-delà du texte d'Homère, il y a même ce motif célèbre qu'on voit peint sur des vases grecs. Ménélas fonce sur elle, l'épée levée, décidé à la tuer pour sa trahison. Et puis il la voit, sa beauté le désarme, il laisse tomber son épée, il la reprend vivante. Dans la tradition, la beauté d'Hélène arrête la violence. Nolan inverse exactement ce geste. Là où l'épée tombait, chez lui, elle frappe. La beauté qui désarmait devient la beauté qu'on entaille. Alors je me pose sincèrement la question et je te la pose. Est-ce que Nolan filme cette balafre pour la dénoncer, pour qu'on la trouve monstrueuse, pour pointer du doigt la violence d'un mari sur sa femme? C'est tout à fait possible. Et si c'est ça, tant mieux. C'est même une belle intention. Mais ce qui me trouble, c'est que le film ne la présente pas comme un crime. Il la présente comme une solution. Un raisonnement posé presque raisonnable. Éviter qu'une autre guerre n'éclate. Et un raisonnement, ça ne se dénonce pas tout seul. On peut le suivre sans jamais le condamner. Je te laisse te faire ton avis là-dessus, moi je reste troublée. Et c'est là que l'ambiguïté devient le vrai sujet. Parce que ça ne change rien qu'elle soit partie ou qu'on l'ait enlevée. Dans les deux cas, c'est elle qu'on punit. Partie, on la châtie d'avoir désiré. Enlevée, on la châtie pour un crime qu'elle a subi. Et jamais la faute ne va là où elle devrait. Chez le mari qui l'a peut-être maltraitée. Chez les hommes qui ont fait 10 ans de guerre en se servant d'elle comme prétexte. Ou alors l'homme qui l'a kidnappée, tout simplement. On mutile la femme et on appelle ça éviter une guerre. La faute des hommes, réparée sur le corps d'une femme. Mis à côté du reste, le motif apparaît. Le désir d'une femme dans ce film est soit supprimé, soit puni. Et quand on ne sait même pas s'il y a eu du désir, on punit quand même par sécurité. La puissance qu'on ne laisse jamais entière. Le désir, c'est une chose, mais il se passe autre chose quand une femme agit. Quand elle a du pouvoir, pas de la séduction, du pouvoir d'agir. Circé, la scène qui contient tout. On revient à Circé, parce que c'est ici que le film se trahit le plus. Elle transforme les hommes d'Ulysse avant même qu'il l'attaque. Et elle le dit clairement. Elle voit débarquer des hommes armés chez une femme seule et elle refuse d'attendre de subir. Tu envoies des hommes vers moi, je ne les laisserai pas me faire du mal. Et que répond Ulysse? Il lui dit qu'ils ne lui ont rien fait, donc qu'elle doit les libérer, donc qu'elle a exagéré. En une réplique, la peur fondée d'une femme devient de la paranoïa. On lui demande d'attendre qu'on l'agresse pour avoir le droit de se défendre. Et ça n'a pas 3000 ans. C'est exactement ce qu'on oppose encore aujourd'hui aux femmes qui sentent le danger avant qu'ils frappent. Prouve qu'on t'a déjà fait du mal, sinon tu dramatises, sinon tu es hystérique, sinon tu vois le mal partout. Circé, elle refuse d'attendre la preuve. Et c'est peut-être pour ça que c'est la seule femme du film qui reste vraiment debout. Clytemnestre. Et puis, il y a Clytemnestre, la sœur d'Hélène, celle dont toute l'histoire tourne autour d'un meurtre, celui d'Agamemnon, son mari, à son retour de la guerre de Troie. Cette scène mérite qu'on s'y arrête parce qu'il y a une contradiction à l'image même. On la voit tuer Agamemnon seul de sa main au lit, et le film lui donne même une vraie raison, un mobile lourd. Agamemnon lui-même le dit. Elle n'a jamais digéré qu'il ait sacrifié leur fille pour obtenir des vents favorables vers Troie, et c'est pour ça qu'elle le tue. Donc là, le film lui offre beaucoup. L'acte et le motif, une femme qui tue avec une raison qu'on comprend. Et pourtant, le dialogue prend soin de préciser que son amant était là pour l'aider. L'image lui donne l'acte entier. Le dialogue le lui reprend. Comme si on ne pouvait pas la laisser tuer entièrement de son propre chef. Comme s'il fallait recoller un homme dans l'histoire pour partager ou diluer ce qu'elle a fait. Et là, il faut être précis, parce que pour cette scène, le film ne suit pas du tout Homère. Il va puiser ailleurs. Dans l'Odyssée, ce n'est même pas Clytemnestre qui tue Agamemnon, c'est son amant Égiste, dans sa propre maison au cours d'un banquet piégé. Elle est complice. Elle tue Cassandre à côté, mais ce n'est pas sa main qui frappe son mari. Et le sacrifice de leur fille, ce fameux mobile, il n'est nulle part chez Homère non plus. Ni dans l'Odyssée, ni dans l'Iliade, où les filles d'Agamemnon sont bien vivantes. L'acte accompli de sa main et la vengeance de la fille, ça vient d'ailleurs, de la tradition tragique d'Échille et des autres, des siècles après Homère.
C'est là, chez les tragiques, que Clytemnestre devient celle qui tue, elle-même, seule, une immense figure de vengeance. Il existe donc deux traditions, une chez Homère où un homme agit à sa place, une autre plus tardive où elle est toute puissante et pleinement motivée. Et le film, lui, pioche dans les deux. Il prend presque tout à la version tragique la plus forte, le mobile, l'acte, la main. Il aurait pu s'arrêter là et nous laisser une Clytemnestre entière. Mais non, il retourne chercher dans la version d'Homère le seul élément qui la diminue, le complice, et il le recolle par le dialogue. Il ne prend pas une tradition ou l'autre, il prend la puissance de l'une et le bémol à l'autre. Nolan connaît tout l'éventail des récits, ça se voit. Il compose avec en connaissance de cause. Et ce qu'il compose ici, c'est une femme à qui on donne tout, puis à qui on retire, au tout dernier moment, la propriété entière de son geste. Ce n'est pas de la fidélité, c'est une main qui tremble. Circé qui se défend, on l'a dit parano, Clytemnestre qui tue, on lui ajoute un complice. À chaque fois qu'une femme agit fort, une réserve s'invite pour ne pas la lui laisser entière. Et l'homme alors ? Tu pourrais me dire, mais le film simplifie peut-être tout le monde, hommes compris, et tu aurais raison, sauf que la façon dont il simplifie les hommes révèle tout le reste. Agamemnon d'abord. Dans le film, on ne voit jamais son visage, c'est un casque, un méchant mystérieux, une silhouette, très classe d'ailleurs. Les Troyens, eux, portent des masques, comme des robots. Et Antinos, le chef des prétendants, joué par Robert Pattinson, le film n'en fait pas une brute épaisse, plutôt un beau parleur et un lâche, un manipulateur au vernis charmant qui complote pour prendre la place d'Ulysse. Et de l'autre côté, il y a Homère. Chez lui, les prétendants sont plus de 100. Et oui, il fonctionne en masse. Mais le texte en détache 3 très distincts. Antinos, la brute, le violent, celui qui jette un tabouret sur Ulysse déguisé en mendiant et qui mène le complot pour tuer Télémaque. Eurymaque, tout l'inverse, le beau parleur aux manières douces et au cœur meurtrier, celui qui à la fin essaie de négocier en rejetant toute la faute sur Antinoos déjà mort. Et surtout, Amphinomos, le seul prétendant décent. Ulysse déguisé le prend en pitié et le prévient de partir avant le massacre. Amphinomos sent le danger, il est troublé mais son destin est scellé, il reste. Il meurt quand même avec les autres. Homère glisse un homme bien dans le camp des méchants et le condamne quand même. Il refuse le machinéisme. Même ses antagonistes ont un visage, une conscience, parfois une bonté. Et voilà ce que le film en fait. Il garde bien plusieurs prétendants distincts, il ne les réduit pas à un seul. Il y a Antinoos, le manipulateur au beau vernis, joué par Pattinson, et il y a au moins une autre figure marquante, jouée par Corey Hawkins, une vraie brute violente, celui qui s'en prend physiquement à Télémaque. Donc le film conserve tout un éventail chez les prétendants du sournois lisse à la grosse brute. Mais il retire une chose de cet éventail, Amphinomos, le seul décent, celui qu'Ulysse lui-même prenait en pitié, celui dont la mort nous troublait. Lui, il disparaît complètement. Tu vois le geste ? Le film garde toute la palette du mal, le sournois et le violent, mais il efface le seul qui te faisait hésiter. Homère compliquait ses ennemis pour t'empêcher de les condamner en bloc. Le film garde les méchants, bien méchants, et retire précisément celui qui gênait la condamnation. Et il y a même ce détail que tu remarques dans la scène du massacre. On voit des prétendants se prosterner, supplier qu'on ne les tue pas. Ils ont peur, ils sont humains. Mais ça ne nous trouble pas vraiment, et pour cause. Le film a pris soin en amont de retirer le seul dont la mort aurait pesé. Il ne reste que des lâches qui implorent, pas un seul homme bien à pleurer. Et le cas le plus parlant, c'est le Cyclope. Dans le film, il ne parle jamais, il est muet, tellement au-dessus des hommes dans la chaîne alimentaire qu'il semble à peine conscient de déchirer des êtres vivants. Et quand un des marins s'étonne que la créature ne leur ait pas adressé un mot, Ulysse lui répond en substance « Est-ce que toi tu parles aux fourmis ?» Le Cyclope d'Homère, lui, c'était tout l'inverse. Il parlait beaucoup, il demandait son nom à Ulysse, il lui proposait un présent, toute la ruse de personne repose là-dessus, sur un monstre qui converse. Il avait des voisins à qui crier, un troupeau. Et surtout, après avoir été aveuglé, il y a ce passage bouleversant où il parle tendrement à son bélier préféré, où il lui demande pourquoi il sort le dernier de la grotte ce jour-là. Un monstre cannibale qui a un geste d'affection. Le renversement est total. Chez Homère, le Cyclope daigne parler aux humains. Il les traite en interlocuteurs avant même de les dévorer. Chez Nolan, ce sont les hommes, par la bouche d'Ulysse, qui décrètent que la créature est trop bête pour parler, comme on ne parle pas à des fourmis. Le film retire la parole au monstre. Et en même temps, il retire à Ulysse
le respect minimal qu'Homère accordait pourtant à son pire ennemi. Même le Cyclope d'Homère était plus digne que celui de Nolan. Et pourtant, il y a un seul instant où le film laisse le Cyclope redevenir sensible. Tout est dans la chronologie. Ulysse l'aveugle pour s'échapper de la grotte, tout le monde sort, et c'est une fois dehors qu'Ulysse lui plante une flèche dans l'œil gratuitement. C'est cette seconde blessure qui lui déclenche la poursuite. Le monstre court après eux parce qu'Ulysse l'a mutilé une deuxième fois pour rien. Et quand il n'arrive pas à les rattraper, il reste là, blessé, avec une moue triste. C'est le seul moment de tout le film où on peut ressentir quelque chose pour lui. Un éclat d'empathie unique, muet, arraché à la créature à qui le film a tout retiré. Agamemnon en casque, les Troyens en masque, le Cyclope réduit à une moue muette, c'est toujours le même geste. On efface le visage et la voix de ce qu'Ulysse affronte pour qu'on ne s'attache jamais à ses victimes, pour qu'on ne pleure jamais ce qu'il détruit. Et là, le motif est complet. Le film simplifie tout le monde, mais jamais de la même manière. Les femmes, on les adoucit en gentilles, les ennemis, on les durcit en méchants, et dans les deux cas, on retire la complexité pour une seule raison. Pour qu'Ulysse reste pur au milieu, pour qu'il ait toujours raison de désirer, de résister, de tuer les servantes et celles qui les a renommées. Il reste les femmes les plus vulnérables de tout le récit, les servantes. Chez Homère, au retour d'Ulysse, 12 servantes esclaves qui avaient couché avec les prétendants, souvent sans le moindre choix vu leurs conditions, sont pendues sur ordre de Télémaque. C'est une scène atroce. Et c'est justement là qu'Homère regarde en face la violence faite aux femmes les plus démunies de ce monde. Le film, il n'en garde qu'une. Il en fait une traîtresse, une coupable individuelle, et il la punit d'un bannissement au lieu d'une mort. 12 victimes esclaves deviennent une seule fautive épargnée. Le film s'offre le beau rôle de la clémence. Mais pour ça, il efface le crime que le texte lui osait montrer. Et c'est ici que je veux parler d'Emily Wilson, parce que c'est sa traduction, sortie en 2017, la première Odyssée traduite en anglais par une femme, qui a directement inspiré le film de Nolan. Wilson a fait un geste précis sur ses servantes. Dans beaucoup de traductions plus anciennes faites par des hommes, elles étaient appelées des catins, des putains, des mots qui n'existaient même pas dans le grec. Wilson leur a rendu leur nom, esclaves, des femmes sans choix, des victimes. Le fait est le même dans toutes les versions, la pendaison, mais le regard bascule entièrement selon le mot que l'on pose dessus. Et c'est peut-être ça la vraie leçon de cette histoire. La même scène peut mépriser ou honorer selon qui la raconte. Emily Wilson a vu le film. Elle l'a trouvé, je la cite, un bon divertissement d'été. Elle y est allée avec ses ados qui ont adoré. Comme moi, elle n'a pas détesté, mais elle a mis le doigt sur le vrai problème. We are asked to pity the warrior. On nous demande de plaindre le guerrier, mais jamais de voir en ceux qu'il tue des êtres humains. Homère, lui, ne cachait pas cette violence. Le film soigne l'apparence. Le héros qui n'a jamais à choisir. Revenons une dernière fois à Ulysse, parce que tout converge sur lui. Le film veut en faire un mari fidèle, un homme pur qui ne trahit jamais Pénélope. Et c'est touchant, sincèrement. Mais ce n'est pas l'Ulysse d'Homère. L'Ulysse d'Homère couche avec Circé, il couche avec Calypso. Dans la mythologie, il a même des enfants d'elle. Sa fidélité, ce n'est pas l'abstinence, c'est qu'il choisit encore et encore, malgré le désir, de rentrer vers Pénélope. Il désire ailleurs et choisit Ithaque. Nolan ne rend pas Ulysse fidèle, il le rend chaste. Et ce n'est pas la même chose. La fidélité, c'est un choix qu'on refait chaque jour face à la tentation. La chasteté, qu'on obtient en supprimant toute tentation, ce n'est plus une vertu, c'est un décor. Et je crois que c'est là même que le film prend une facilité. En montrant un homme qui ne désire jamais, qui ne faute jamais, il ne montre pas un modèle, il montre un fantasme. Parce que même les hommes les plus droits désirent, hésitent et peuvent fauter. Homère le savait, il montrait un homme faillible qui rentre quand même. C'est plus honnête et au fond plus beau. Parce que la fidélité y est un vrai combat, pas une nature. Mais pour offrir cette pureté à Ulysse, il fallait bien la payer quelque part. Et elle est payée par les femmes. On les a désexualisées pour qu'il n'ait jamais à refuser. On les a adoucies pour qu'il n'ait personne à craindre. Sa pureté, c'est leur puissance qu'on a retirée. Et on le fait même oublier quand il est avec Calypso pour le dédouaner si jamais il l'aurait couché avec elle. Ce que je ne reproche pas au film. Avant de conclure, je veux être honnête avec toi, parce que sinon tout ce que je viens de dire serait malhonnête. D'abord une évidence. Quand tu t'attaques à un monument pareil, un texte fondateur poli par des milliers d'années, tu sais d'avance que tu vas être comparé. Ça vient avec. Et la version de Nolan, il faut le dire, est inventive, originale, souvent audacieuse. Elle a sa propre vie. Simplement, quand tu la remets à côté du texte, elle reste très en surface par rapport à l'Odyssée de départ. Et ça, ce n'est pas un crime, c'est presque inévitable. Aucun film ne peut contenir 600 pages de profondeur.
Je ne compare pas pour piéger le film, mais parce qu'un film comme celui-là appelle forcément la comparaison. Un film de 3 heures tiré d'un poème de 600 pages, ça coupe forcément. Et beaucoup de coupes sont parfaitement justifiées. Le sac des Vendéoles, par exemple, ce moment où l'équipage ouvre le sac juste en vue d'Ithaque et se fait rejeter par la mer pour des années. C'est magnifique dans le texte, mais au cinéma, ça casserait net l'attention au pire moment. Le coupé, c'est un choix de récit intelligent. Pareil pour les escales chez les Phéaciens. Pareil pour 1000 détails. Tailler là-dedans, c'est le métier. Et personne de sérieux ne peut le reprocher. Ce dont je parle depuis le début, c'est autre chose. Ce ne sont pas des coupes, ce sont des transformations. Retirer le cannibalisme aux géants pour en faire des soldats en armure, rendre le cyclope muet, désexualiser Calypso et Circé, transformer 12 servantes en une seule coupable, ajouter un complice à Clytemnestre, aucune de ces décisions ne fait gagner 1 minute de film. Elles ne raccourcissent rien. Elles changent le sens. Et c'est la différence que je veux que tu retiennes. Une coupe, ça gère une durée. Une transformation, ça trahit un regard. Le sac des vents, c'est de la durée. Le cyclope muet et les femmes adoucies, c'est un regard. Et c'est seulement ce regard-là que j'interroge. Conclusion. Alors voilà où j'en suis. Ce film adoucit tout le monde. Les femmes deviennent gentilles, les méchants deviennent des masques, la violence devient de la clémence, le héros devient pur. C'est un immense mouvement vers le propre, le lisible, le rassurant. Et tu te souviens de Pénélope, celle que je t'ai demandé de garder de côté comme témoin. Voilà pourquoi. Elle est la seule femme que le film ne retouche presque pas. La seule qui le laisse intelligente, stratège, entière. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'elle est déjà tout ce que le film veut qu'une femme soit. Elle attend, elle est fidèle, elle est l'épouse. Sa puissance ne menace personne, elle ne désire personne d'autre, elle n'a rien qu'il faille adoucir. Les autres, si, Calypso retenait un homme, Circé se défendait, Clytemnestre tuait, Hélène désirait. Chacune avait une part dangereuse, alors on les a rapprochées une à une de la seule femme acceptable, celle qui attend sans faire de bruit. Pénélope n'est pas l'exception au motif, elle en est la mesure, la preuve que le film ne garde entière que les femmes qui ne menacent rien. Et c'est pour ça que ce respect que j'ai ressenti, que les actrices ont ressenti, que le film met en avant, il faut le regarder de plus près. Parce que dans ce film, respecter une femme, ça veut trop souvent dire l'adoucir. La rendre lisible, la rendre inoffensive, faire d'une geôlière une incomprise, une sorcière une victime, d'une meurtrière une femme qu'un homme a aidée. Homère, il y a 3000 ans, laissait ces femmes être dangereuses, coupables, capables du pire. Il leur laissait leur noirceur, donc leur pleine humanité. Le seul endroit où ces femmes sont entières, complexes, capable du pire comme du meilleur. C'est le texte que presque personne ne lit vraiment. Et je le redis pour finir parce que ça compte, je ne crois pas que Nolan ait mal fait exprès. Je crois qu'il a sincèrement voulu bien faire. Valoriser ces femmes, les traiter avec égard. C'est justement ce qui rend la question intéressante plutôt que méchante. On peut vouloir honorer quelqu'un et l'adoucir tellement qu'on finit par lui retirer ce qui la rendait vivante. Alors je finis par une question et je te laisse avec elle. C'était déjà bien assez long. Est-ce que le vrai respect, ce ne serait pas de les laisser être aussi libres, aussi dangereuses et aussi coupables que les hommes ?